Bonsoir tout le monde, il y a déjà de la foule, j'ai plus l'habitude. Bonsoir à vous. Alors je vois déjà qu'il y a popé sur YouTube, on a déjà Axel, salut à toi. On a aussi Bran Warkerwark qui est arrivé. Bonsoir. Je suis pas sûr si t'étais déjà passé une fois sur le stream. Dans tous les cas, merci de passer. J'espère que tout va bien pour vous, enfin aussi bien que possible. Il fait toujours une chaleur absolument étouffante malgré l'orage d'hier dans mon bureau. Tu voulais être là ce soir, t'en as manqué pas mal. Oui, c'est effectivement, il y a eu un certain nombre d'événements, d'événements, entendons bien, hein, c'est ce stream Radio Air Doré, oh là là. Bon, ça se voit que j'ai super bien dormi cette semaine. Donc ce stream Erdorin 2300, en général il n'y a pas grand monde, donc c'est plutôt cool. Écoute Bran, c'est cool que t'aies pu passer. Alors pour là je vais le répéter un petit peu pour les... Axel tu connais déjà, Bran que tu saches un petit peu de quoi il s'agit, en fait je me mets en scène comme toujours, pour me motiver à continuer à écrire sur Tigre Volant, la nouvelle édition de Tigre Volant, qui s'appelle maintenant Erdorin 2300. J'ai commencé ça déjà depuis un peu plus d'1 an. Avant je faisais de l'écriture en direct, et puis je me suis aperçu que c'était un petit peu compliqué de gérer en même temps les questions et réponses avec les personnes et l'écriture, donc j'ai décidé, j'écris à l'avance, et puis ensuite je vous lis les choses. T'es déjà venu 2 ou 3 fois? Ah d'accord, donc tu connais un peu les choses. Du coup ça sera pour les personnes qui ne connaissent pas et qui vont regarder l'épisode par rediff. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui ont déjà mentionné leur intérêt pour la chose. Voilà, donc la diffusion se fait sur YouTube, sur Twitch et sur Peertube. Alors sur Peertube, normalement sur l'instance Peertube que j'ai, qui est paire de jeux, devrait y avoir un widget de chat, mais il fonctionne pas. Alors ça, je m'en excuse. Mais du coup, si vous avez pas envie de regarder le live stream sur une plateforme ultra commerciale, capitaliste et tout, qui tue les bébés phoques, vous pouvez faire Peertube, c'est bien. Peertube, c'est bien aussi. C'est un petit peu un geste militant, généralement il y a personne, mais voilà, c'est bien que les gens puissent aussi avoir le choix d'utiliser des plateformes non commerciales pour me regarder dire des bêtises. Et écrire des bêtises aussi du coup. Voilà, alors les questions de l'épisode, donc ça c'est un petit peu la pratique habituelle. Je vous mets 3 sujets sur lesquels je vais discuter au cours de cette soirée. C'est un petit peu pour que vous puissiez déjà réfléchir un petit peu et puis rebondir là-dessus. Donc il y a un aspect dont je vais discuter qui est un petit peu un aspect news d'une certaine façon, qui est la question du racisme et du colonialisme, parce que dans l'univers d'Erdorin, il y a quand même un certain nombre de nations qui ne font rien qu'à coloniser leurs voisins, voire leurs voisins très éloignés, et la question c'est un petit peu comment est-ce qu'on gère ça, ce qui est aussi d'ailleurs une question qui est un petit peu prégnante au jeu de rôle quasiment depuis le début. On reviendra un petit peu là-dessus. Il y a 2 éléments qui m'ont fait réfléchir à ça. La deuxième, alors deuxième et troisième, c'est beaucoup plus lié aux textes sur lesquels que je vais vous proposer. Alors, j'ai pas mal travaillé sur les cultures, donc j'avais quand même avancé pas mal là-dessus. Du coup, en fait, je pense que j'ai un fichier culture qui est raisonnablement complet. Mais la question, c'est à quel point il est raisonnablement complet, et est-ce que vous voyez des trucs qui manquent, qui pourraient être ajoutés, ce genre de choses. Et puis l'autre fichier sur lequel j'ai commencé à travailler, j'ai pas fait énormément de choses, mais c'est un petit peu mon prochain but, c'est les nations, et c'est un petit peu l'idée de voir jusqu'à quel niveau de détail j'avais commencé à faire un truc extrêmement succinct. Dans mon idée en fait d'avoir un livre de base qui soit vraiment très très synthétique, mais en fait plus j'avance dans ma réflexion, plus je me dis que
Il faut pas que ça soit trop synthétique non plus, parce que sinon les personnes qui vont acheter le livre, soyons fous, peut-être des gens qui vont finir par acheter ce bouquin, faut déjà que je finisse de l'écrire, d'accord, mais bref, les gens qui vont acheter le bouquin vont peut-être envie d'avoir développé leur propre truc, et s'ils ont des trucs ultra synthétiques sur l'univers, c'est peut-être pas non plus la chose assez idéale. Ça fait partie des discussions que j'avais eues avec un certain nombre de joueurs lors de Octogone, et qu'il y avait pas mal de gens qui disaient ouais non mais moi j'aime bien justement le lore parce que ça me donne des idées pour développer mes propres trucs. Et du coup ça m'a fait penser que en fait ça serait une bonne idée de garder un aspect très synthétique pour faire une sorte de kit de démarrage. Chose que j'avais faite avec Tigre Volant 3, mais comme je suis un génie du marketing, et ben je l'ai finalisé après que la gamme du jeu soit terminée. C'était Tigre Volant Light. Alors j'avais commencé bien avant, mais quand je l'ai finalisé, ben en fait il y avait déjà plus de gamme, ce qui est un petit peu débile. Mais du coup, l'idée d'avoir un livret plutôt court, genre là, Tigre Volant Light, si mes souvenirs sont bons, faisait 40 pages, y compris règles de jeu et scénario. Et l'idée, ça serait d'avoir un truc comme ça, qui serait soit imprimé à prix tout temps, soit, probablement les deux, disponible en PDF, téléchargeable directement et gratuitement sur le site. Voilà, donc de garder un aspect vraiment très synthétique pour ça. Mais du coup, garder quelque chose d'un petit peu plus développé pour le livre de base, un kit de découverte exactement, mais quand même faire quelque chose qui soit quand même moins velu que ce que j'avais fait sur Tigre Volant 3, qui objectivement et qui est un kir, c'est bien aussi. Ouais, mais un kir, le problème c'est que je commence à proposer des kirs de découverte. D'une part, ça va se voir que je suis valaisan, et puis d'autre part, on va me demander une licence 4 pour vendre mon jeu de rôle, ce qui n'était pas forcément non plus l'idéal. En parlant de licence 4. Ne faites pas ça à la maison, les enfants. Cette cascade est réalisée par un professionnel. Voilà. Alors, avant de me lancer là-dedans, j'aimerais revenir sur un truc. Acheter mon GDR, une bouteille offerte. Alors ça, je pense qu'en plus, si je commence à faire des partenariats avec les Jurassiens, ça risque d'avoir des effets secondaires assez intéressants. Sachant que on a quand même parmi nos relations un rôliste assumé qui a ouvert sa propre maison d'édition, c'est PVH, et ils ont tendance assez régulièrement à brasser des bières en rapport avec les bouquins qui sortent. Pas tout le temps, parce qu'autrement, je pense qu'ils passeraient plus de temps à décuver qu'à écrire des bouquins. Succès garanti chez succès garanti chez beaucoup de gens en fait, mais je pense que là, assez clairement, ça va ivre, virgule, il joue au jeu de rôle, quoi. Voilà. Alors, avant de me lancer dans tous ces points de détail, j'aimerais quand même revenir sur un autre point, qui est en fait un retour. Le week-end passé, j'étais à Paris, et en fait, j'étais à Paris à la Japan Expo. Énorme salon consacré effectivement à la pop culture japonaise surtout, mais pas que, du manga, de l'animé, du jeu vidéo en pagaille, plus des éléments plus culturels, et aussi pas mal de trucs geeks non japonais. Et notamment, je sais pas si vous le saviez, mais depuis pas mal de temps maintenant à la Japan Expo, il y a un espace jeu de rôle qui est de taille variable suivant les années. Et là, cette année, ça a été repris par un groupe, je crois, qui est en lien avec la Ligue Ludique, mais je peux me tromper, que j'avais contacté un petit peu à l'avance et qui en fait avait lancé un espace assez grand avec quand même près d'une trentaine de tables, et leur idée est quand même ils ont pas mal d'ambition. D'après ce qu'ils m'ont dit, Japan Expo est prêt à jouer le jeu littéralement, c'est-à-dire de consacrer des plus grands espaces pour le jeu de rôle, et eux sont prêts à aussi commencer à démarcher un petit peu les éditeurs et les associations et les choses comme ça pour donc proposer des espaces rôlistes pendant la Japan Expo. Alors, pouf, on va balancer image, c'est ça, voilà. Alors ça, c'est pour vous donner une idée, c'est le plan de la Japan Expo.
Alors, il n'y a pas d'échelle à côté, donc c'est difficile à se rendre compte, mais c'est gigantesque. C'est vraiment absolument énorme. Je vois que d'ailleurs, il faut que je règle un petit peu ma caméra, là, désolé. Je me suis pas aperçu que c'était... Oui, évidemment, on va dans l'autre sens. Essaye encore, t'as rien. Hop, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Oui, donc du coup, il faut que je regarde la bonne caméra maintenant, c'est malin. Voilà, donc la Japan Expo, c'est quand même un truc... Alors, pour vous donner une idée, c'est quand même 250 000 de visiteurs en 4 jours. À ma connaissance, dans le monde, il y a un seul événement qui est plus gros que ça, c'est la Comic-Con d'Osaka. Même la San Diego Comic-Con, ça fait un quart de ça. Donc, au niveau visiteur. Donc, c'est vraiment un truc qui est très conséquent au niveau taille, au niveau de nombre de visiteurs. Et leur espace, alors je peux pas vous le montrer comme ça parce que j'ai pas un truc, mais si vous regardez tout à gauche, vous avez la halle 3. Et la halle 3, il y a qui fait un petit peu la jonction entre la halle 3 et la halle 4, il y a un grand espace blanc qui est en fait l'espace qui était utilisé par Ankama. Et en dessous, il y a un petit symbole, je sais, en noir et jaune, je sais pas exactement à quoi c'est, mais c'était l'espace jeu de rôle, c'était là. Donc non, pardon, ça c'est, je dis une bêtise, ça c'était l'exposition 25 ans de la Japan Expo. C'est le petit rectangle qui est à côté, mais pour vous donner une idée, là encore, de qu'est-ce que ça fait comme taille, il faut que j'utilise le bon truc, voilà, tac. Oui, t'es gentil, toi. Allez. Photo ici, bim. Voilà, ça donnait quand même un espace comme ça. Donc avec 25-30 tables et une organisation de parties, les gens pouvaient venir. Moi j'ai fait une partie le vendredi, puisqu'on reste que le jeudi et le vendredi. Et donc l'accueil était sympa. Alors c'est un petit peu excentré. Ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que en fait, on est assez loin de la cohue. Donc, la mauvaise chose, c'est que les gens doivent faire, grosso modo, 1 kilomètre avant de nous retrouver. Et je suis même pas sûr d'exagérer, en fait, quand je dis 1 kilomètre. Et puis, la bonne chose, c'est que il y a pas tant de bruit autour. Alors, il y avait quand même un peu de bruit parce qu'Ankama avait installé des machines de foire, genre le gros marteau sur lequel on tape pour faire monter un bidule jusqu'à la cloche, hein. Vous voyez le genre de truc. Donc, à peu près toutes les 2 minutes, il y avait un spah absolument colossal, bon, c'était pas très gênant non plus. Je veux dire, j'ai connu des Japan Expo où le stand rôliste était soit derrière les écrans géants qui projetaient des web-séries, quand à l'époque où c'était la mode, ou à côté du terrain de Quidditch. Donc au niveau bruit, c'était assez conséquent. Alors, faut pas non plus se leurrer, hein, un espace comme la Japan Expo, c'est quand même passablement bruyant parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a toujours un brouhaha incessant, mais je veux dire, l'espace tel qu'il est pour faire du jeu de rôle, c'est pas beaucoup plus bruyant qu'Octogone, par exemple. C'est même probablement moins bruyant qu'Octogone. Par exemple, les annonces au haut-parleur. Ceux qui savent. Voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus parce que c'est potentiellement un espace qui peut devenir un espace assez important, une nouvelle convention de jeux de rôle sur Paris. Alors, c'est clair que c'est dans la Japan Expo. Pour rentrer dans la Japan Expo, c'est quand même un chouïa galère. Hein, faut quand même compter facilement 1 heure d'attente pour pouvoir rentrer. Alors, ça bouge raisonnablement vite, donc c'est pas non plus... Ils ont quand même leur système qui est bien rodé. Et encore, par rapport à certaines années où on attendait en plein cagnard, là au moins, quand on doit attendre, quand on va faire la file d'attente, on est à l'ombre, donc ça va. Mais voilà, il y a possibilité d'avoir un événement assez conséquent autour du jeu de rôle dans la Japan Expo, donc généralement entre début et mi-juillet. Voilà. J'y étais, je peux le confirmer. Alors, le deuxième élément dont je voulais parler, il faut que je remette sur la caméra, alors c'est cette question de racisme et de colonialisme. Alors on va en parler un petit peu dans les cultures parce qu'il y a quand même un lien, et en fait il y a deux choses qui sont arrivées assez récemment. Alors, pendant que j'étais à la Japan Expo, en fait j'ai passé
un certain temps, je vais revenir là-dessus, à regarder une émission, une sorte de podcast, qui parlait justement de la question de racisme, sexisme, de décolonialiser le jeu de rôle. Alors, les gens pourraient dire, est-ce que le jeu de rôle, c'est vraiment un endroit où il y a du colonialisme ? Et en fait, il y a justement, il y a eu récemment sur Places to Go, People to Be, ce fanzine anglophone dont pas mal d'articles sont traduits, donc il existe une version française du truc, un article qui a été écrit, si j'ai bien compris, par un auteur de jeux de rôle philippin ou indonésien, qui expliquait qu'en fait, tout le concept de dungeon crawl, une grande partie des concepts autour du jeu de rôle, ce sont des concepts qui sont coloniaux. C'est du colonialisme, en fait. On va dans des endroits qui sont censés n'appartenir à personne. On va aller y chercher des trésors, des ressources. S'il y a des habitants sur place, ils sont quasiment tout le temps hostiles. Et qu'on les extermine, c'est pas très très grave. Ça permet de faire avancer la civilisation. Et ce genre de bail, c'est quand même passablement à la base du colonialisme. Et ce que disait cet auteur, d'ailleurs, c'était assez marrant parce que il disait, et en fait, c'est fun, mais il faut pas essayer de dire c'est mal, on va pas le faire. Mais ça, c'est vraiment de ne pas se cacher derrière ce truc et dire ok, c'est fun, mais c'est du colonialisme. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire passer ce message ? En tout cas, pour des choses comme Donjons et Dragons. Pour ma part, je pense que le truc est un petit peu différent, en tout cas dans le cadre d'Erdorine, c'est que c'est un univers de science-fiction. Un des clichés des univers de science-fiction, c'est que vous allez avoir un grand empire qui va coloniser des planètes, et du coup, les mécanismes coloniaux vont se retrouver en plein dans ce truc-là. Dans le cas d'Erdorine, on a la Fédération des Hautes Terres, donc une nation terrienne qui est ouvertement fasciste, avec tout un tas d'idées, l'eugénisme, la prédominance du militaire, des uniformes partout, contrôle social, enfin vraiment la totale, et qui vont arriver et qui vont faire du colonialisme, qui vont envahir des planètes. Alors par contre, ce qui est un petit peu différent, c'est que dans le contexte d'Erdorine, ils peuvent pas non plus dire c'est la terre de personne. Parce que souvent, il y a du monde qui est déjà là. Quand ils vont envahir une planète en Fédération des États de la Frontière, c'est pas une planète inhabitée. Il y a déjà des gens qui sont là. Et comme le système politique Atlano-Eldarine est un système clanique qui joue beaucoup sur les relations entre les différents clans, ces gens-là, ils vivent pas dans le vide, littéralement dans le vide stellaire, mais ils vivent quand même dans un faisceau de liens, de relations interpersonnelles, interclaniques, qui font que ça va râler. Et du coup, et ça va râler avec des vaisseaux de guerre. Voilà, c'est ce genre de râlaison quand même. Et c'est ce qui est arrivé quand ils ont essayé d'envahir un certain nombre de planètes. Et du coup, ils ont toujours une méthode qui est s'allier avec un clan local et puis faire croire que c'est les autres qui arrêtent pas de les embêter. Et du coup, ils vont venir les aider. Et bon, généralement, ça fout un bordel sans nom. Mais l'idée, c'est vraiment de partir sur cette... De ne pas négliger cet aspect colonial, de dire pourquoi dans l'univers d'Erdorine ça marche pas complètement et quels vont être les impacts que ça va avoir. Typiquement, quand je dis que c'est fun, quand je dis que le colonialisme c'est fun, moi je pense, et j'en ai un peu honte quelque part, mais je pense sincèrement que jouer des Highlanders, donc jouer des personnages originaires de la Fédération des Hautes Terres, c'est fun. Ça peut être quelque chose qui est qui peut être assez amusant, sans vouloir faire du premier degré, hein, mais vraiment dire voilà, on fait partie d'un système qui prétend être l'élite de la race humaine, qui essaie de transposer son modèle dans des cultures qui n'ont rien à voir.
ou très peu, et qui vont donc pas forcément être super bien accueillis. Comment est-ce qu'ils vont gérer le truc? Est-ce qu'ils vont essayer de gérer ça à la terrienne en réprimant à tout va? Et s'ils répriment trop fort, ils vont se prendre les cousins qui rappliquent de Dorevel avec des vaisseaux de la Lorient Tour pour aller leur péter les dents. Ouais, il y a à mon avis des mécanismes qui sont intéressants à gérer. Alors, moi je vous recommande quand même, bon, d'une part de jeter un coup d'œil, l'article qui est paru, il est paru dans la dernière fournée de Places to Go, People to Be, donc celle qui est parue début juillet, je crois, fin juin ou début juillet. Je l'ai pas là sous la main, l'article en question, mais je vous trouverai le lien et puis je vous le mettrai en description de la rediffusion. Et puis je vous recommande également, alors ça c'est beaucoup plus long parce que le podcast, il y avait l'Illuma Jour Zéro, d'ailleurs que je salue bien parce qu'elle vient de sortir d'une opération chirurgicale pas bénigne, donc j'espère que ça va très bien pour elle. Elle a quand même posté des photos comme quoi elle était encore en vie, donc c'est déjà un bon début. Et puis alors là, on va faire un très bel exemple de privilège blanc. Elle était avec deux acteurs du monde rôliste qui sont d'origine arabe, moyen-orientale, etc., dont j'ai totalement oublié le nom. Je suis une turbo quiche. J'aurais dû le noter aussi, hein. C'est un petit peu ma faute, hein, complètement. Mais donc, du coup, ils discutaient un petit peu de ça. Alors, le problème, c'est que c'est quand même un machin qui va durer 1h03. Hein. Donc si vous avez pas le temps de regarder ça sur 1h03, je crois pas qu'il y ait une sorte de résumé capsule du truc, mais c'est quand même, à mon avis, c'est quand même vachement intéressant d'écouter ça, d'écouter notamment pour avoir des retours d'expérience de personnes non blanches qui sont qui font du jeu de rôle et qui parfois se prennent des trucs dont on n'a juste pas idée. Moi je suis vraiment le prototype du rôliste lambda. Je suis un vieux mec blanc cis-het. Alors juste le fait que je suis suisse dans les genres des minorités chelous, mais c'est un peu tout. Et je fais du jeu de rôle de science-fiction. Oui, ça effectivement dans le jeu de rôle c'est un petit peu une minorité. Mais voilà, donc c'est quand même un truc qui à mon avis qu'il faut toujours garder à l'esprit. Il faut toujours essayer de se remettre un petit peu en cause, de pas vouloir fermer les yeux en disant oui non mais moi ça m'arrive jamais donc ça n'arrive à personne. Il y a des cas assez évidents et là je pense que Axel pourra témoigner assez brutalement sur ces derniers jours son activité de modératrice sur le groupe participante de jeux de rôle sur Facebook où ça a été un petit peu la guerre des tranchées, enfin plutôt l'assaut des ergs, hein, pour les gens qui jouent à Starcraft, je crois. Alors, excusez-moi, il y a des choses qui font du bruit, c'est pas grave. Ne faites pas attention à moi. Ne faites pas attention à mon téléphone. Voilà. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez, hein, les deux spectateurs qui sont là. Alors, Touk. Tiens, c'est marrant, il y a des chats qui sont pas apparus dans le bidule. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que le social stream est en train de faire des bêtises? Alors non, pour la première vue, tout est bien, mais il a pas bon. Bon, mais on social stream qui déconne, je sais pas trop pourquoi. Donc je vois Allo Dupire. Alors Victor Dupire qui est arrivé. Alors aucun n'est arrivé depuis 25 minutes. Effectivement. Alors maintenant, oui, il y a Victor qui vient de pop. Et je t'ai complètement raté, Victor, parce que je regardais pas. J'ai quand même un retour sur un ordinateur là où je vois quand même un petit peu. Et effectivement, il y a voilà, il y a plein de trucs. Tac. On a une échelle avec grand, c'est le prénom. Tout. Donc PME, objectif d'avidité financière. Oui, complètement. Donc effectivement, je confirme que jusqu'à tout récemment, je ne voyais pas vos messages, je faisais pas trop attention, mais maintenant je vous vois. Voilà, vous existez. Je sais pas trop pourquoi là, entre 9h07 et 9h23, il y a rien qu'à popper. Vous avez 8 heures. Ouais, bon, on va peut-être pas faire un live stream de 8 heures tout de suite, hein. Mais si tu veux en parler, tu peux. Ouais, vous existez. Je confirme que vous existez.
Une publi malheureuse de ma part sur participant au jeu de rôle nous a amené à devoir assumer une position de groupe résolument aussi relise que genre. Je suis pas sûr qu'elle, je suis pas, j'aurais pas appelé ça un truc malencontreux parce que bon, c'est quand même connaissant le groupe depuis un petit moment, c'était pas non plus la première fois qu'il y avait ce genre de assumé. 3 raids de l'extrême droite en une semaine, ouais, ça c'était quand même assez spectaculaire. Et encore, bon, moi j'ai pas trop fait pas tant attention parce que je suis pas non plus. Je vois passer les publications du groupe, mais je fais pas non plus super attention à ce qui se passe. Parce que, soyons honnêtes, très souvent, ça parle de jeux qui ne m'intéressent pas trop. C'est juste que t'avais pas du tout prévu ça, des raids. Ouais, oui. Oui, Victor, oui, ça a été assez sportif. Bon, notamment carrément, ce que tu disais, Axel, il y avait carrément des députés RN qui étaient venus mailler. C'est quand même assez gonflé, les gars. T'as jamais entendu parler de l'FS13 Hand, hein, ça ne doute de rien. Mais bon, ça, c'est un petit peu le truc avec l'extrême droite, c'est que généralement, l'instinct de meute, c'est assez fort chez ces oiseaux-là. Mais c'est plutôt ça a tendance à être, alors bon, faut se méfier, il y a quand même 2-3 pitbulls dans le tas, mais c'est quand même plutôt la meute de Yorkshire qui viennent faire whiff. Alors, quelque part, l'envie de faire, de dégager en touche façon rugby est assez plaisante, mais bon, j'aime pas shooter les Yorkshire, donc voilà. On a dit sur un autre réseau que vous avez fait une cookie nut, rapport avec le nombre d'abonnés en plus. Ah, c'était une influenceuse, hein, j'ai vaguement suivi ça, ouais. 1500 messages du RN par heure, quand même, pendant 3 heures, oui, ça chauffe. Ça chauffe le serveur. Et péter le score en nouveaux abonnés. Au moins que ça serve à quelque chose, c'est bien. C'est bien, effectivement, ça a donné une bonne visibilité au groupe, justement, pas mal de gens qui sont un peu dans la mouvance, comme qui dirait on n'aime pas trop l'extrême droite ici, ils ont pu trouver qu'il y avait un groupe rôliste qui convenait un petit peu à leurs idées, et du coup ils sont appliqués. Plus 548 heures, ah ouais, ça fait rêver ça, tu vas perdre des abonnés. Oui, ça c'est un grand classique ça. C'est un grand classique. Et quelque part, la réponse, c'est si c'est pour perdre ce genre d'abonnés, oui, barrez-vous. On veut pas de vous, cassez-vous, loin. Puis je veux dire, c'est pas comme si non plus les groupes Facebook étaient monétisés. Hein. Ça sert à rien d'avoir beaucoup. Ça va pas rapporter des thunes d'avoir beaucoup d'abonnés. Quoi. C'est encore sur un compte YouTube. Sur un compte YouTube, on pourrait discuter. Effectivement, si t'es ric-rac monétisation et puis que t'as besoin que des gens regardent des pubs pour manger, oui. Ça peut commencer à se discuter, mais oui, effectivement, si c'est pour se taper des shitstorms de la part de néo-nazouilles de Gouttière, non. Je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, quoi. Après, je dis ça encore en position privilégiée, hein. Salarié, j'ai une maison, voilà. Je suis un gros joie-bourre, hein, donc voilà. Je veux pas non plus faire la leçon aux gens là-dessus. J'ai déjà beaucoup trop tendance à faire la leçon à des gens sur plein de trucs, genre l'IA générative. Là, je me suis fâché avec plein de gens ces derniers temps sur l'IA générative, c'est un bonheur. Voilà, bon, on va arrêter de parler de trop de sujets qui fâchent. Bon, voilà, donc moi, c'est un petit peu cette histoire de racisme et de colonialisme. Moi, c'est quelque chose que je suis de près. Alors le point départ du shitstorm, Axel peut le dire mieux que moi, mais c'était une image, avec un symbole antifasciste connu, les 3 flèches qui descendent, qui est un truc historique d'ailleurs. Et voilà. Avec ce genre de truc, c'est des tue les fascistes, enfin ce genre de slogan. C'est pas venu tout de suite, mais voilà.
Mais bon, moi c'est quelque chose auquel j'essaie d'être raisonnablement sensible. La question du racisme, la question du colonialisme, la question du sexisme, la question des minorités de genre et des différentes comment on pourrait dire, enfin comment on dit, mince, mon cerveau, les thématiques LGBTIA+, queer, etc. Donc ça, c'est quelque chose auquel j'essaye d'être sensible. Et c'est pas toujours facile le rapport à vieux mec blanc 6-7, quoi. Donc c'est quand même pas toujours évident. Je dis souvent que j'ai un logiciel social qui a été construit dans les années 60. C'est pas c'est pas entièrement faux. Mais donc voilà, j'en suis conscient et je suis un vieux con, mais j'essaie de me soigner. Enfin, j'essaie d'être un vieux con. Enfin, je serai de toute façon un vieux con, ça c'est voilà. Mais j'essaie d'être un vieux con sur des choses qui emmerdent pas trop de gens ou pas des gens importants. Genre les fascistes, ça me dérange pas trop de les emmerder. Mais curieusement, moi, ils viennent rarement me faire chier. C'est étonnant, hein. Les femmes, les personnes racisées, les trans, ça, alors tout de suite ça déboule à fond de train. Mais quand il y a un vieux barbu grisonnant qui vient sortir les mêmes trucs, curieusement, il y a plus personne, quoi. C'est après ils doivent se dire non mais lui c'est un vieux, il est gâteux et tout. Pourquoi pas? Allez savoir. Et comme par hasard, il est si piégé. Ah ouais, carrément, c'est sûr, hein, mais en même temps, c'est... Là encore, si on parle de l'instinct de meute, c'est compréhensible parce qu'ils visent des personnes qu'ils perçoivent comme étant plus faibles. Et c'est souvent le cas. Je veux pas dire non plus que Axel est quelqu'un de faible, hein, mais objectivement, c'est quelqu'un qui a pas forcément le même réseau social, les mêmes soutiens, et voilà quoi. Ils essayent de taper là où ça fait mal et bah malheureusement des fois ça marche quoi. Bon, on va quand même passer un petit peu à l'écriture. Zbim. Alors là, je vais basculer sur mon texte. T'es dans une catégorie socio-culturelle qui sert de mouton noir, oui, carrément, quoi. C'est... Voilà. Alors, non, là, je suis quoi? Je suis sur le matos. C'est pas ça que je voulais. Non, c'est sur... Je vais être sur culture. Est-ce qu'il est là, culture? Non, évidemment. Ça, c'est nation. Changer ici pour Réaumur Sébastopol. Pouf, culture, il est là. Ah, là, c'est bon, j'y suis. Alors, donc, je vais pas trop revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé un petit peu en long, en large, en travers. Donc, les choses que j'ai rajoutées récemment, c'était la notion de arts et lettres. J'en ai parlé il y a 2 semaines. De rajouter des éléments qui parlaient un petit peu plus de la culture de masse, un petit peu quel est en quoi une culture d'un peuple ou d'un espace socio-culturel a un impact sur la culture plus globale. Par exemple, est-ce que les terriens sont connus pour, je sais pas moi, par exemple, les bandes dessinées ou les films de Schwarzenegger, et les autres peuples extraterrestres, quel est l'élément culturel ou les éléments culturels qui pour lesquels ils sont immédiatement connus. Tu dis, ah oui, c'est des Eldar, donc typiquement c'est la légende. C'est l'idée de faire cette espèce de fanfiction historique sur la vie des personnes célèbres. Généralement, si tu peux rajouter le plus de cul possible, plus tu rajoutes de cul, mieux c'est. Et bon, bah j'avais rajouté pas mal de trucs. Alors pour les Highlanders, j'avais rajouté la notion justement de ces outils de propagande. Les films de Schwarzy sont désormais perçus comme des films d'arrêt d'essai, des films d'arrêt d'essai autrichiens. Attention.
Mais là, justement, les Highlanders, eux, ils ont explosé les standards parce qu'ils ont carrément un truc qu'on appelle hypercinéma et qui est l'idée de mélanger, justement, film d'action asiatique, telenovela latino-américaine et comédie musicale bollywoodienne. Généralement, c'est en plusieurs épisodes. Et puis, du coup, t'as les éléments qui sont rigolos, c'est comme Chrome, oui. Chrome, c'est un nom autrichien, on est d'accord, hein. Touk. Voilà, je crois que j'avais pas fait. J'avais rajouté des trucs sur sur les mercenaires. Je m'étais dit qu'un truc qui serait rigolo, c'est que leur art majeur, c'est les tutos. C'est genre avec une vieille poterie, de la bouse de vache et du salpêtre, apprenez à faire une grenade. Et puis ça pourrait être rigolo aussi d'imaginer les unboxings sur les cargos volés. Ça pourrait être marrant. Alors, Touk pour les Siani, donc ouais, ils ont l'idée c'est que là, une scène de troupe. Alors ça, j'avais eu cette idée, la scène de troupe, c'est vrai, tu l'avais mentionné et je ne l'ai pas mis, je sais plus pourquoi, c'est stupide. Mais effectivement. Je vais le rajouter comme ça, puis je le développerai. C'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, il y a 2 semaines, je crois, et j'ai oublié de le noter. Toutes mes excuses. Du coup, je me demande si j'ai mis toutes les choses. Non, c'est bon, les Carlan, j'ai rajouté les Carlan. Ouais, pour les Talvarides, ils ont un art qui est une sorte de saga orale avec des grandes fresques qui impliquent le public. Et en fait, ça ressemble un peu à du GN, sauf que les épées sont pas toujours en mousse. Donc voilà. Et puis je pense que même une épée en mousse manipulée par un Talvaride, ça peut faire très très mal en fait. Et j'ai rajouté pas mal de trucs sur les Carlan. Alors les Carlan, il y a deux ethnies Carlan. Il y a les Carlan Vrisiandri qui sont les Carlan qu'on imagine, donc avec dans des gros vaisseaux, avec des uniformes, avec des armes partout, et puis les douaniers les plus chiants de la galaxie. Et en fait, il y a un mystère derrière les Vrisiandri, c'est que ils sont pas toujours militaires. À un moment donné, ils reviennent à la vie civile. Mais on n'en sait rien, on n'a jamais vu un Vrisiandri en civil en fait. Du coup, ils sont où? Ils vont où? Est-ce qu'ils ont des planètes à eux? Est-ce qu'ils ont des stations spatiales à eux? Comment ils gèrent ça? Personne ne le sait. Personne ne le sait vraiment. Et puis il y a les Yandri. Alors les Yandri, j'ai pas mal développé ça. Là encore, c'est des trucs il faudra ensuite que je compare un petit peu avec ce que j'ai écrit il y a 20 ans dans Tigre Volant 3, parce que c'est beaucoup de choses que j'ai réécrit de tête. Et des choses qui maintenant font sens pour moi, mais alors je doute fort que ça soit des choses qui vont être complètement contraires à ce que j'ai écrit il y a 20 ans, mais il faudra quand même que je garde un œil là-dessus pour être sûr que j'ai pas fait des choses qui contredisent d'autres éléments. Donc la culture Yandri est une culture tribale dont on ne sait pas trop, il y a un E de trop, dont on ne sait pas trop s'il s'agit de Carlan Vrisiandri sortis de leur environnement militaire ou qui a refusé de l'intégrer, plus probablement un mélange des deux. À l'époque, c'était un peu, en fait, pas caricatural, mais un peu anecdotique. Oui, alors, mais c'est, alors, là, en fait, on rentre dans un point qui est probablement problématique par rapport à Tigre Volant, mais de façon générale, et que je n'ai pas forcément envie de reproduire sur Erdarin. C'est aussi une discussion qu'on avait avec Thias il y avait pas mal de temps, c'est que fondamentalement il y a les Eldar et les Atlani, il y a les Terriens, il y a un peu les Siani et le reste bof quoi. Et du coup j'aimerais bien quand même faire en sorte que
Alors c'est clair que les gens vont pas forcément envie de jouer des Vrisiandri, des Karlan de façon générale, ou même des Siani parce que c'est quand même passablement obscur, assez abscon aussi comme truc à gérer. Mais j'aimerais quand même que si les gens veulent vraiment le faire, ils puissent le faire. Ça soit pas un truc où il va falloir qu'ils commencent à creuser et à inventer des trucs parce que c'est pas décrit dans le bouquin. Mais c'est vrai qu'il y a un biais. Il y a un biais qui fait que tel que les Eldar et les Terriens, c'est autour de ces deux pôles que s'oriente un petit peu l'univers d'Erdorim. Après, les choses peuvent un peu contredire l'édition précédente. Je pense que son idée de la chose peut évoluer. Oui, complètement. Alors, le truc, c'est que l'idée de la chose dans l'univers peut évoluer aussi. Ça, je vais essayer d'éviter, de fait que, il y a pas, en fait, il y a quasiment pas d'écart dans la chronologie entre Tigre Volant 3e édition et Erdorim 2300. Ça se passe aussi en 2300. Mais, ça va de toute façon, il va y avoir des évolutions. Il va y avoir des clarifications. Je pense qu'il y aura assez peu de choses qui vont se contredire réellement, mais si c'est le cas, va falloir un petit peu faire ce qu'on appelle en anglais du retconning, la continuité rétroactive, c'est-à-dire expliquer pourquoi les gens croyaient ça avant, et effectivement. Mais oui, j'ai quand même envie que les gens qui ont acheté Tigre Volant 3 soit en terrain de connaissance et n'ait pas besoin de se dire mais attends, c'était pas du tout comme ça avant, pourquoi est-ce que maintenant ça a changé, tout ça. Donc voilà, alors les Vrisiandri voient leurs cousins d'un mauvais œil, plus précisément le haut commandement Kirlan les voit d'un mauvais œil, s'ils tolèrent leur existence semblent craindre la mise en place d'un véritable contre-pouvoir Yandri, et n'hésitent pas à séparer et déporter des groupes trop remuants. Les deux peuples sont donc plus ou moins en guerre larvée, même si les Yandri habitent surtout des environnements planétaires, alors que les Vrisiandri sont majoritairement dans des vaisseaux ou des habitats stellaires. Ça, c'est peut-être aussi une différence, je suis pas sûr que c'était dans Tigre Volant 3, d'avoir ce genre de truc. Alors les Yandri vivent le plus souvent dans des petites structures familiales étendues, liées les unes aux autres par des dettes d'honneur ou des unions matrimoniales parfois complexes. Les unions à plus de 2 partenaires ne sont pas rares. Il existe des plus grandes structures, semblables au clan Atlan ou Eldarin, mais elles sont rares car mal vues par le haut commandement Karlan, voir l'épisode précédent. Et être mal vu par le haut commandement Karlan, c'est pas bon pour la santé. Donc là encore, il y a aussi, au sein des Karlan, une question de colonialisme d'une certaine façon, en tout cas de domination d'une ethnie par une autre. Et c'est quelque chose qui potentiellement est intéressant à exploiter, à explorer si nécessaire. Ça n'y était pas, mais c'est super cohérent avec le metaplot et les considérations des Karlan. Alors après, soyons clairs, hein, le metaplot, c'est quelque chose que nous deux on connaît, hein, parce que ça transparaît un petit peu dans les romans, mais je n'ai vraiment pas envie que ça apparaisse dans Erdorim 2300. Ça sera quand même... Alors c'est important qu'on garde ça un petit peu à l'esprit. Si jamais... imaginons que soudainement Erdorim 2300 explose et que des gens commencent à faire des choses et qu'il y a un succès absolument gigantesque et qu'on reparle un petit peu du métaplot derrière cet univers, ça peut être intéressant, mais je pense que le garder en toile de fond et vraiment dans un petit coin, genre la petite signature, le petit easter egg dans un coin de la toile de fond, ouais, c'est pas plus. Ça sortira, mais le but c'est de pouvoir s'en passer. Exactement. Alors, ça c'est aussi un truc qu'il va falloir que je règle, c'est que là, alors ça c'est la raison aussi pour laquelle je veux vraiment séparer les notions de peuple et les notions de culture et les notions de nation aussi, c'est de pas avoir un truc monolithique comme on peut avoir dans beaucoup de mondes de science-fiction où tu as une planète, un peuple, une culture. Là, les cultures, elles ont eu 10 000 ans pour s'éparpiller partout. Donc, des Karlan Yandri qui seraient de culture Eldarin, c'est tout à fait possible, qui vivent dans des clans stellaires, par exemple, il y en a. Et de même, imaginez des Terriens
qui ont fait partie des premières vagues de colonisation et qui sont allés s'installer en FEF dans des espaces, dans des interstices au milieu d'espaces athalènes, et qui soudainement en fait ont une culture qui est beaucoup plus proche de la culture athalène, malgré le fait qu'ils ont des noms écossais ou indonésiens. C'est des choses que je trouve assez intéressantes. Il y a des JDR où j'ai l'impression que le fameux métaplot devient envahissant. Alors moi, j'ai vraiment... Dans ma tête, il y a un métaplot qui est surtout important pour les romans que j'ai écrits, qui est toute une histoire qu'on avait inventée avec Axel il y a très 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 longtemps et avec un autre pote qu'on a perdu de vue pour plein de raisons j'ai pas envie de discuter ici. Ce métaplot là, en fait, même dans les romans, il a un aspect assez secondaire en fait. Métaplot d'Erdorin est dément. Dément ou décent? Axel, tu as encore oublié une. Ah. Oui, alors n'exagérons rien, mais voilà. Mais effectivement, c'est un métaplot qui a un niveau très même métaphysique d'ailleurs, et c'est pour ça j'ai pas trop envie de mettre ça en avant parce que c'est pas du tout le thème d'Erdorin. Et du coup, voilà, c'est important pour nos histoires qui se déroule, qui remonte très 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 loin dans le passé légendaire de justement d'Erdorin, de l'époque où les Eldar vivaient sur la Terre, donc il y a 15 000 ans par rapport à l'univers de 2300. Mais voilà, c'est au-delà de ça, c'est pas très intéressant en fait. Alors, la plupart des Yandri virtuellement contrôlés par le haut commandement Karlan. Ce dernier occupe souvent des zones considérées comme utiles avec des ressources utiles et où les Yandri sont tolérés sous surveillance stricte. Je retourne de enlever le deuxième utile. Le reste de la planète joue d'une certaine liberté, aucun Yandri apprécie la situation, mais certains s'en accommodent mieux que d'autres. Bon, ça c'est assez classique. Ceux qui ne s'en accommodent pas combattent plus ou moins ouvertement ou s'exilent. Il existe quelques communautés Yandri en dehors de l'espace Karlan et une diaspora très active dans le mercenariat. Cependant, les Yandri souffrent d'un gros déficit en matière d'éducation. Nombreux sont ceux qui ont été privés de toute forme de formation, parfois au point de savoir ni lire ni écrire, sans parler de l'accès à la technologie. Axel, tu disais, moi aussi bien sûr, mais c'est parce que c'est mon chouchou, on compte une couche supplémentaire, du pur bonus, exactement. Exactement. Alors, justement pour les arts et lettres, les Yandri ont une culture principalement orale et ont développé des formes de sagas chantées souvent très longues, plusieurs heures avec des chanteurs qui se relaient. Même s'il s'agit d'une expression pour laquelle on ne connaît quasiment aucune forme écrite, elle est remarquablement homogène à travers les mondes peuplés par les Yandri. Il n'y a guère que les versions chantées au sein de la diaspora pour avoir des déviations importantes. Une autre forme d'art typique des Yandri, c'est une forme de tatouage tribal, mélange d'idéogrammes et de symboles. Ce sont des figures souvent discrètes de très petite taille mais qui contiennent un nombre conséquent d'informations. Les Yandri ont d'ailleurs du mal avec les différentes variantes de tatouages dans le reste de la sphère, cherchant à trouver un sens qui ne s'y trouve pas toujours, et au passage, il n'est pas recommandé à un non-Yandri d'adopter ces tatouages juste parce que c'est joli. Yandri et Visyandri dans les sites plus compliqués que ça. Yandri et Visyandri n'avoueront jamais le moindre sentiment raciste envers leurs congénères. Les Visyandri appliquent les mêmes règles pour tous les Karlan. Les Yandri les considèrent juste comme un clan ennemi, mais dans les faits, il y a tout de même un fort sentiment de discrimination dans les deux sens. Certains anthropologues ont émis l'hypothèse que les Yandri sont des Visyandri sans uniforme. S'il est possible que certains Karlan qui ont commis une faute très lourde soient rétrogradés jusqu'à finir dans une planète Yandri, c'est beaucoup plus une exception que la règle. Alors pour qui a lu le métaplot des Champs de l'Os, c'est du même niveau, quand tu sais, c'est énorme pour le MJ, mais ça ne pas savoir ne change rien à l'univers. D'ailleurs, c'est la leçon d'Erdorin et les jeux à métaplot envahissants qui m'ont servi de leçon. Ok, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc là, en l'état, modulo le truc sur les histoires sur les scènes de troupes que je vais rajouter dans le mercenariat, le fichier sur les cultures est à peu près prêt. Il va pas sortir tel quel, mais enfin, je pense que c'est un des premiers chapitres sur lesquels je peux dire
Bon, là, on a déjà une très bonne base, un texte qui est à 80% prêt. C'est bien. Dans les autres choses sur lesquelles j'ai écrit il y a pas longtemps, hop, là, il faut que je revienne sur OBS pour conjurer la bonne fenêtre. On va passer rapidement sur Matos. J'ai écrit 2-3 trucs dans le Matos, mais pas grand-chose. Et en fait, principalement, dans le Matos, j'ai repris... Alors, il faut que je prenne la bonne fenêtre, voilà. J'ai repris, en fait... Alors, j'ai commencé à écrire 2-3 trucs sur des exemples. Mais je suis pas allé très très loin et je suis pas encore entièrement convaincu par la chose, mais il faudra que je vois exactement comment je bricole les choses. Et surtout là, en fait, j'ai repris... Non, ça, je crois que je l'ai réécrit, en fait. La question des horizons. Alors, c'est une technologie dans l'univers, probablement dans l'univers dans le Tigre Volant 3, on parlait d'horizons de Tségorine. Là, j'ai juste dit les horizons. Avec un H majuscule. Ça évite de mentionner Tségorine, qui est en fait la découvreuse pour la Fédération des Hautes-Terres. Pour les terriens en général, mais surtout pour la Fédération des Hautes-Terres. Donc les horizons, la technologie de l'impossible. Donc dans l'univers d'Heroine 2300, il existe 3 super technologies qui reposent sur des principes contredisant les lois de la physique communément admises, l'antigravité, l'hyperespace et les champs de force. Ce sont 3 applications d'un principe appelé génériquement horizon et connu sous divers noms selon les cultures, champ de Tségorine, murmure de l'éther, principe des subespaces, l'œil de l'univers, etc. Ces principes sont compréhensibles allant très, mais alors très loin dans la mécanique quantique, ou très, mais alors très 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 loin dans la philosophie zen, ou l'usage de psychotropes, le plus souvent les 2, voire les 3. De façon très simplifiée, elle consiste à faire des brèches plus ou moins grandes dans la trame de la réalité pour s'affranchir des lois de la physique suspensionnées. Un des effets secondaires, c'est que les diverses applications sont incompatibles entre elles, à moins de faire des réglages très complexes et précis. Ainsi, pour un vaisseau, l'entrée en hyperespace va obligatoirement générer une brève coupure de la gravité artificielle. Bien gérée, cette coupure sera ressentie comme une simple secousse, ou comme une sorte de trou d'air. Même mal gérée, elle peut faire sauter les générateurs de gravité, ou faire dévier à la trajectoire hyperspatiale. Ou pire. Il existe une foule de plus petites applications des horizons, comme le son sectoriel, mais c'est nettement plus rare. C'est aussi nettement moins important. Bref, effectivement, le son sectoriel, qui était une de mes inventions à l'époque où j'étais vraiment à fond dans l'idée de faire des groupes de rock dans l'espace, eh ben, c'était ça. Alors, moi, je veux bien, je te préviens, si je tiens ta bière, je la finis, hein. Bon, tu me diras, ça sera juste ma 3e de la soirée, avec en plus le whisky derrière. Ça fait quand même un peu beaucoup. C'est pour ça que maintenant je carbure à la flotte. Je vais juste jeter un petit coup d'œil sur les autres books. Non, visiblement Twitch, il y a comme d'habitude absolument personne. Ça, hop, voilà. Donc, sois phare. Ah, bah, carrément. Non, mais en plus c'est vendredi, c'est le jour où j'admets que j'ai le droit de boire. Généralement, je bois le week-end. Je dis bien généralement parce qu'il y a des exceptions. Hier, c'était l'anniversaire de mon beau-père, il a fait péter les chimets, donc typiquement, c'était une exception. Voilà. Alors pour les horizons, pour la technologie, c'était juste ces petits paragraphes que j'ai rajoutés là-dessus. Faut que je développe un petit peu plus le matos. Faut vraiment que je me mette à continuer à écrire là-dessus. J'ai des idées, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Alors pour les nations, qui est donc la 3e partie sur laquelle je voulais vous parler, et il y a des choses ignobles dessus. Il va falloir que je fasse encore sauter ce machin. Nation. Alors si vous voyez les trucs bizarres marqués des XE dessus, en fait ça c'est des éléments que Word, si vous connaissez pas les petites particularités de Word, c'est les index. Et en fait la particularité de quand j'avais écrit Tigre Volant 3,
J'avais utilisé un truc, c'est vraiment un truc de geek de Word, hein. J'avais utilisé un document maître, et un document maître, c'est en fait un document qui intègre des sous-documents. Donc tous mes chapitres de Tigre Volant, même les petits bouts de texte, les machins, les notes, les encadrés, les trucs comme ça, c'était des documents Word qui étaient dans un document maître. Et l'avantage d'avoir un document maître, c'est qu'on peut faire des recherches sur tout le document, et on peut aussi faire des index. Donc tu crées une table d'index ou dans laquelle tu as tous les éléments que tu veux indexer, et selon un format spécial, hein, et ensuite tu dis à Word, tu prends cette table d'index et tu m'indexes tout ce qu'il y a dans le document. C'était assez hardcore, mais ça a raisonnablement bien foutu. C'est pour ça que dans Tigre Volant 3, à la fin de Tigre Volant 3, il y a un gros index qui en fait vient du document Word en grande partie. Mais du coup, les trucs avec des parenthèses crochets, des X machin, ça en fait c'est des notes d'index que je vais faire disparaître parce que ça sert à rien et ça encombre. Alors, plus sérieusement, tu peux toujours trouver une explication scientifique à un phénomène. La seule question, c'est est-ce que ça permet de trouver des manières amusantes de la faire tomber en panne? Tout à fait vrai. Tout à fait vrai, et je pense que ça c'est un truc que je vais développer par la suite, parce que c'est aussi un des trucs que j'aime bien dans l'idée d'Erdorine, c'est que la technologie en fait est pas très importante, sauf quand elle tombe en panne. C'est là où ça devient rigolo. Mais il faut que je trouve un moyen d'intégrer ça dans des mécaniques de jeu qui soient pas trop complexes et utiles. Alors, si vous regardez maintenant un petit peu dans la manière dont je présente les nations, c'est ultra succinct. C'est une nation, c'est un paragraphe pour la géographie, un paragraphe pour la politique, la société, des sites plus compliqués que ça, un espèce de petit stat bloc au début qui vous donne la population, la capitale, le machin, chose bidule truc. C'est peu. Et à mon avis, c'est vraiment pas assez, et je pense qu'il faudrait que ça ait au moins le double de la taille pour avoir des choses intéressantes. Donc ça, c'est quelque chose que je vais développer par la suite. Et oui, j'ai synthétisé. Ouais, non, mais j'ai distillé là carrément. Hein, et un autre truc que je vais rajouter, ça c'est quelque chose dont on avait déjà discuté un petit peu, c'était la question de rajouter. Alors en plus de tout ça, des points de départ, si vous voulez trouver, si vous avez envie de jouer en Europe et vous voulez trouver une ville sympa, alors vous pouvez jouer à Genève, c'est chiant. Vous pouvez jouer à Ringstadt, c'est déjà plus rigolo. Vous pouvez jouer dans les colonies européennes, Wallenstadt. Et justement, quand on parlait de colonialisme, il y a aussi la question des colonies européennes sur lesquelles il faudra. J'aurais rajouté un peu sécurité armée, économie, éducation. Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses auxquelles j'ai réfléchi il y a pas longtemps. Tu l'avais déjà mentionné, je suis tout à fait d'accord, je pense que je vais rajouter ça, je vais rajouter ce genre d'éléments, ne serait-ce que effectivement ça rajoute du fluff pour PJ et MJ, ça rajoute aussi du genre, si vous faites une grosse connerie en Europe, qui c'est qui va vous courir après? Est-ce que c'est la police locale, est-ce que c'est la brigade territoriale, ou est-ce qu'on va carrément vous envoyer l'armée? Mais oui, ça fait partie des choses que je vais développer un petit peu justement dans les trucs que je vais rajouter, ça sera ça. L'économie, je vois un petit peu comment je dépatouille ça. Je suis pas encore tout à fait sûr. Tant qu'il y a des idées pour jouer, je suis partant pour lire des trucs. C'est un petit peu la conclusion à laquelle je suis arrivé en discutant avec les gens à Octogone, c'est que en fait, j'ai l'impression pour beaucoup de monde, avoir un livre de base conséquent, alors pas les pavés de 800 pages, hein, mais un truc qui fait 150-200 pages, c'est encore parfaitement lisible pour le rôliste moyen. Après, comme on parle d'un univers de science-fiction, il faut aussi faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit intéressant à intégrer. Beaucoup pour moi, il y a toujours un petit problème avec la science-fiction, c'est que beaucoup de gens voient ça comme étant plus compliqué que la fantasy. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est clairement pas vrai. Mais c'est la raison je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens préfèrent jouer à Donjons et Dragons, parce que quand ils entendent le mot donjon et dragon, ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Et quand tu leur parles d'un univers de science-fiction, tout de suite, ils pensent que ça va être turbo prise de 7. Oui, j'ai lu Les Chants de l'Os. Pas tout, hein, mais...
Oui, non, Lance-Dragon, Lance-Dragon, en tout cas les romans, j'ai commis une erreur stratégique, c'est que j'ai commencé à les lire en même temps que j'ai commencé à lire les anthologies Blood of Ten Chiefs dans l'univers d'ElfQuest. Résultat des courses, Lance-Dragon, j'ai laissé tomber au bout de un chapitre. J'ai encore laissé tomber ça plus vite que d'une, ce qui est quand même un signe assez impressionnant. Alors, disons que c'est le débat entre la volonté de faire encyclopédique, de faire découvrir son univers, et le fait que les gens qui lisent veulent avoir des trucs utiles. Tout à fait. Tout à fait. Des suppléments immodules. Non, pas du tout. C'était, en fait, la blague, c'est que c'est sorti à une époque, Dragonlance est sorti à une époque où j'ai arrêté de jouer à Donjons & Dragons. Donc, je n'ai jamais lu les modules, Dragonlance. Je me suis intéressé au roman, histoire de dire, bon, je vais pas complètement mourir idiot. Et puis ensuite, j'ai commencé à les lire. Je dis, non, en fait, mourir idiot, ça me va bien. Là, c'est probablement moins douloureux. Ouais. Et Dune m'avait fait le même truc. Hein. J'ai lu, alors je sais plus ce que je lisais en même temps à cette époque-là, mais j'ai lu 3 chapitres et j'ai laissé tomber. Quoi. Ça a failli me donner envie de refaire jouer à D&D. C'est que oh là là, oh non là c'est douloureux, c'est douloureux. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a plein d'univers qui me donneraient envie de jouer à Donjons & Dragons. Alors, et quand tu vois les mécaniques du jeu, tu dis non, jamais plus. J'ai déjà donné. Un univers que je trouve sur le papier, je l'ai pas lu, mais dans le principe, qui m'éclate, c'est Brancalonia. Ça a l'air d'être vraiment un truc super fun. Mais de jouer à ça avec les règles de donge. Et puis là, récemment, j'avais vu passer aussi un univers qui était basé sur un truc un petit peu steampunk, afro-futuriste, écrit par des auteurs africains. Ça avait l'air super cool. Je me souviens plus maintenant du nom du jeu. Et puis c'est du Powered by the Apocalypse. Et alors j'aime mieux Powered by the Apocalypse que les règles de donge, mais je trouve que ça a ses limites. Touk. C'est la conclusion que j'ai lue en lisant la 4e de couverture de certains de ces bouquins. T'as certains univers de fantasy dont le fleuve te pète les genoux de certains jeux. SF, là, c'est à la version moderne de RuneQuest. Ah oui, non, mais RuneQuest, en plus, RuneQuest, moi, j'ai discuté avec des gens qui sont des gros fans de RuneQuest. Et c'est là que tu t'aperçois que Stafford a commencé à réfléchir à son univers avant même qu'il y ait du jeu de rôle, dans fin des années 60. Et qu'en plus, lui, il s'est inspiré plutôt de la culture de l'Antiquité, de l'âge de bronze. Donc, il y a vraiment un truc de malade. Moi, je me fais pas chier, je pique les univers sans vergogne en balançant le système. Oui, effectivement, c'est une autre approche. Mais, si tu veux, Bran, moi, il y a quand même un point que je trouve intéressant, c'est quand tu as une mécanique de jeu qui colle super bien à ton univers, ça te booste tout. Et j'en viens toujours à un de mes jeux favoris qui est Château Falkenstein. Château Falkenstein qui a plus ou moins inventé le intradiégétique avant même qu'on sache que ce mot existait. Et qui a des mécaniques de jeu qui sont en fait créées par les têtes couronnées de l'univers du jeu. Ce que je trouve quand même carrément un mindfuck assez spectaculaire. Et en plus, le jeu est super bien écrit. Il est écrit la façon d'un carnet d'aventure en fait, pas exactement d'un roman, mais vraiment d'un journal. Par un gars de notre époque, enfin de l'époque à laquelle le jeu a été écrit, qui est à la fin des années 80, début des années 90. Et quand le système colle, j'ai pas tant de soucis. Oui, voilà, c'est alors je m'étais un petit peu frité avec l'auteur de Freepon, que j'aime beaucoup au demeurant, mais il avait utilisé un système générique pour motoriser son jeu, et moi j'étais un petit peu genre, ouais, mais tu utilises un système générique, tu vas avoir un peu un jeu générique en fait au final, c'est un peu dommage si tu gardes pas des éléments qui motorisent les forces clés de ton jeu. Alors je dois avouer que c'est quelque chose que personnellement il m'a fallu longtemps à admettre. Typiquement, c'est Antoine Beugly, qui m'a d'ailleurs, quand on a fini d'écrire Tigre Volant 3, il m'a un petit peu tapé dessus pour que je rajoute 2-3 règles dans Tigre Volant 3 qui renforcent un petit peu le côté de l'univers. Toutes les histoires des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, les quiproquos culturels, tout ça. Même si pas vraiment la bande passante pour coltiner les systèmes à chaque fois, oui, après mais voilà, de toute façon c'est un petit peu le truc, la raison pour laquelle on
on prend des jeux du commerce aussi, c'est que on n'a pas forcément le temps de faire ça. Et je pense quand même que dans tout rôliste, il y a un auteur de jeu de rôle qui sommeille. Chez certains rôlistes, il est très, il fait beaucoup de somnambulisme. Pour certains, il fait carrément de l'insomnie. Mais il y a quand même, on a un laps de temps donné, et puis bah voilà, c'est quand même pas forcément tout donné à tout. Ouais, TV3, bah écoute, oui, non mais faut quand même soyons clairs, hein, TV3, le mécanique de jeu à 80% c'est moi, hein, c'est vraiment un système de jeu des années 80, hein, il y a pas de doute là-dessus. Il est complètement dérivé de Tigre Volant 1 qui était Tigre Volant 2 qui était dérivé de Tigre Volant 1. C'est juste une évolution dans la manière dont on règle les trucs, mais fondamentalement le système de jeu est quasiment pareil. Très peu changé dans les trois versions. Et c'est lui par contre qui m'a forcé à imaginer des mécaniques assez simple, hein, parce que le coup des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, l'idée de dire bah les réussites critiques et les échecs critiques, c'est pas les dés qui vont les décider, c'est vous joueurs qui allez dire bah là j'ai envie de faire un échec critique pour pouvoir faire une réussite critique plus tard, ou là j'ai envie de faire une réussite critique parce que c'est super important, c'est le meneur de jeu qui va dire à un moment donné là ton action bah tu vas la rater, et puis l'idée d'avoir justement les différentes des difficultés culturelles, eh ben bah ça c'est grâce à lui, hein. Les bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, c'est grâce à Antoine, c'est lui qui m'a un petit peu poussé hors de mes retranchements, qui m'a convaincu déjà que c'était important d'avoir des mécaniques de jeu qui contribuent à l'ambiance du jeu. Et puis ensuite, bah, c'est tout le développement qu'on a fait sur Freaksquill. Alors Freaksquill, on aime ou on n'aime pas. Je comprends tout à fait que c'est une mécanique de jeu qui est très particulière, mais c'est une mécanique de jeu qui était aussi pour lesquelles on avait un cahier des charges de l'auteur de la BD qui était quand même très précis et qui au final fonctionne pour ce qu'il est censé faire. Après, il y a eu d'autres problèmes, c'est qu'on a fini l'écriture de jeu, les deux dans un état de santé absolument lamentable. Lui pire que moi parce qu'il s'est tapé une opération à cœur ouvert en plein milieu de la relecture quand même, avec 42 de fièvre et ce genre de blague. Alors que moi j'avais juste une épaule démise. Donc, mais c'était pas idéal pour boucler un jeu. Donc c'est en 2017. Et en fait, pas mal des idées qu'il y a dans les mécaniques de jeu de Eldorade 2300, elles viennent de notre expérience, elles viennent pas directement de Freaksquill, le jeu d'aventure, mais elles viennent de notre expérience de création là-dessus. L'idée d'avoir des systèmes qui jouent sur la mauvaise foi des joueurs, c'est typiquement c'est le genre de choses qu'on avait bien aimé. Et puis l'idée d'avoir aussi une légende qui s'écrit où en fait au fur et à mesure des actions ça va devenir un petit peu des éléments dans l'historique du personnage qui peuvent également être activés pour donner des bonus en jeu. Pardon. Voilà. Voilà, c'est un petit peu tout. Alors justement, là, une des questions que j'avais, c'était, voilà, niveau de détail, on en a un petit peu parlé. Culture, dans le niveau des cultures, est-ce que vous voyez un truc au niveau des cultures par rapport à ce document que j'ai fait? Est-ce que c'est un truc que vous voyez des trucs qui manquent? Les règles d'Ornorin ne sont toujours pas ma tasse de thé, mais là, je sais déjà qu'elles servent le sujet et l'ambiance du jeu. A priori, elles fonctionnent bien. Bon, en tout cas, moi, l'expérience que j'ai en tant que meneur de jeu, en tant qu'auteur des trucs, quand j'y fais jouer, effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui serait intéressant, c'est d'un moment donné d'avoir un document, un SDK, un document de développement qu'on puisse donner à quelqu'un d'autre, dire, tiens, voilà le scénario, pardon. Voilà le scénario, voilà les règles de jeu, dis-moi essaye de le faire jouer, et puis dis-moi ce que t'en penses, comment ça marche. Ça, je pense que c'est un petit peu le stress test ultime pour ce genre de choses. C'est est-ce qu'on a un système de jeu, ou est-ce qu'on a un système de jeu qui fonctionne si tu t'appelles Alias? Parce que dans le deuxième cas, ça va quand même beaucoup limiter les perspectives de vente, hein. Soyons honnêtes. Et cette fois-ci, j'aurais pas les moyens d'avancer les sous pour la production du jeu. Je pense que ce que je vais commencer à faire, je vais probablement créer un répertoire quelque part, dossier partagé,
où je vais mettre en PDF ceux des documents qui sont dans un stade de finitude raisonnable, histoire de pouvoir inviter des commentaires. Ça sera sans doute, ça sera en PDF pour éviter que des gens en France à bricoler des choses dessus. Alors, côté culture, alors je suis pas sûr que le niveau de sécurité soit quelque chose qui soit un truc au niveau de la culture, au niveau de la nation, oui. Je ne confonds pas, Axel, confonds pas. Moi, je parle vraiment des cultures et pas forcément des nations. Ok. Mais pour les nations, oui, il faut vraiment que je développe d'autres choses, effectivement, alors la notion de bonheur, ça va être difficile, mais c'est un petit peu l'ambiance sociale, ça, effectivement. L'anecdote qui est très culturelle. Ouais, je trouve un truc, ça, effectivement, ça peut être intéressant. Effectivement, il faudra que j'y passe. Bon, je repasse en facecam, bim. Voilà, pour un petit peu conclure ce live stream. Alors, voilà, bon, pour ma part, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Le prochain live stream Merdorine 2300, ça sera le 30 juillet. Donc on repasse sur l'horaire du jeudi. Donc dans 2 semaines, le 30 juillet à 21h, même tas de sable. Hey Yellow Shark, salut. Bah effectivement, t'arrives juste à la fin. T'arrives juste au moment où je bascule sur le plan large pour dire c'est fini, bonsoir tout le monde. Voilà, bah écoute, tu pourras revoir la rediff, hein, elle sera en ligne, je pense ce soir encore. Le temps que je récupère, que je fasse un minimum d'édit pour enlever les trucs au début à la fin qui servent à rien, et puis que je mette tout ça en ligne avec les informations. Généralement avant minuit, ça devrait être en ligne. Voilà. Une voiture sans armes est une option. Pour les États-Unis, oui, effectivement. L'idée d'une voiture non armée de série n'existait pas. Ouais. Alors après, c'est pas tout à fait vrai, mais ouais, en tout cas, sans blindage. Ça déjà, effectivement, pour les États-Unis ou le Texas, ça pourrait être tout à fait un truc rigolo. Et ça pourrait être un petit peu dans un truc similaire, mais différent c'est plus compliqué que ça. Ok. En tout cas, merci bien à tous d'être venus et d'avoir participé à cet épisode, à ce live stream. Je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve dans 2 semaines pour reparler jeux de rôle. Pour ceux que ça intéresse, on va vendredi prochain, ça sera musique. Et donc je vais parler sans doute de la grosse pile que vous ne voyez pas derrière moi parce que je suis devant, mais de tout ce que j'ai récupéré comme CD à Paris la semaine passée. Et je vous souhaite une excellente soirée et puis donc à une prochaine. Bye bye.